J'ai le plaisir d'accueillir la docteure Erlinger et monsieur Pilouer, philosophe, pour un thème difficile. Jeune et beau de la tête aux pieds, a-t-on le droit de ne pas vieillir? Alors, peut-être que je laisse la parole aux dames. D'accord. Avec l'aspect, disons, du terrain et de la société. Parce qu'en fait, le travail de la doctoresse Erlinger, c'est d'aider les gens justement à ne pas vieillir. Merci Denis. Alors oui, moi je ne vais aborder qu'un côté tout à fait pratique et puis défendre un petit peu ma profession. Est-ce qu'on a le droit de vieillir? Je me suis posé la question. Moi, dans l'item de ce que j'ai retenu, c'était surtout principalement a-t-on le droit de vieillir plus que jeune et beau? Nous, on est confrontés sur un plan pratique à des patientes, souvent, plus que de patients bien sûr, qui ont cette demande. En gros, je suis presque obligée de ne pas pouvoir vieillir parce que la société, en tout cas, peut-être un diktat de l'entreprise, un diktat autre, fait que je suis obligée de maintenir un certain niveau physique pour toujours montrer une certaine performance, en tout cas montrer que je suis encore dans le coup. Alors c'est vrai que ma façon de voir est peut-être d'accompagner ces patientes. Alors vous nous direz tout à l'heure si c'est licite de les accompagner dans cette démarche ou pas, mais en tout cas on essaye de les accompagner en peut-être quand même acceptant un certain vieillissement, mais en gommant les aspects peut-être négatifs de ce vieillissement. Et là, on retombe un petit peu sur, effectivement, jeune et puis beau, parce que ce qu'on veut aussi, c'est plaire, avoir un retour et un regard des autres satisfaisant. Mais au final, comment le philosophe peut aborder cette évolution, somme toute, inéluctable? Nous vieillissons tous, mais aujourd'hui, je dirais l'immense majorité, en tout cas dans le monde occidental, veut pouvoir au minimum ralentir, je dirais au maximum, pour certains, l'arrêter. Complètement, vous avez raison, oui. Alors, si vous voulez, moi, j'aimerais bien définir les mots. D'abord, toujours en philosophie, pour bien cerner le problème, on va définir les mots. Qu'est-ce que c'est qu'un droit ? Eh bien, le droit s'oppose à la violence. C'est une possibilité légitime que certains États, en particulier démocratiques, nous offrent. Mais ce droit, quand on y réfléchit, que je peux posséder, par exemple de voter, implique chez les autres le devoir de respecter mon droit. Il y a une réciprocité, vous voyez, entre les notions de droit et devoir. Et bien souvent, vous avez vu, les gens défilent dans la rue, non pas pour demander quel devoir ils doivent suivre, mais de quel droit ils peuvent bénéficier. Et puis, autre chose, c'est ce que j'ai parlé du vote. Quelquefois, un droit, en particulier de vote dans une société démocratique, peut être aussi un devoir. On est d'accord ? Pour que la démocratie se perpétue, si personne ne va voter, on se doute bien de ce qui va se passer. Donc un droit peut être aussi un devoir. Or là, dans, si vous voulez, la question que vous posez, il semble qu'il y ait une opposition très forte. Le droit est quelque chose de légitime. On peut même quelquefois regarder opposer le droit et la légalité. Par exemple, en France, on sait très bien que Pétain disposait de la légalité. Il avait eu un vote favorable de l'Assemblée. Tout le monde, enfin la plupart des Français, en tout cas à la fin de la guerre, considéraient que la légitimité était du côté de De Gaulle. Ou si vous voulez, les Grecs et les Romains avaient des esclaves. Nous considérons que c'était vraiment légal, mais ce n'était pas pour nous légitime. Donc, vous voyez, certains droits légaux seront peut-être à discuter parce que, du point de vue de valeurs supérieures, vous voyez, ils pourront être en opposition à ces valeurs supérieures. Je vous suis. En vous écoutant, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre société donne le droit à des individus de ne pas vouloir vieillir, et je dirais jusqu'à l'extrême et jusqu'à la caricature, et à la fin jusqu'à l'inesthétique encore, si on pense en termes de beauté. Oui. Et si je t'écoute, notre société nous oblige, donc ça presque devient un devoir de ne pas vieillir. Et en t'écoutant, je pensais effectivement au monde professionnel, mais je soigne des personnes le plus souvent âgées pour des problèmes dermatologiques. Mais l'une des remarques, c'est « mes petits-enfants m'ont dit ».
C'est-à-dire que le regard de la jeunesse par rapport à une personne plus âgée fait que ça ne passe plus. Oui, là, Qu'est-ce qui a changé sur le plan... Je discuterai un petit peu. Ce qui a changé, à mon avis, c'est que dans les familles actuelles, il n'y a plus cette relation qu'il y avait entre parents, enfants et grands-parents. Alors évidemment, si les petits-enfants n'ont jamais vu de personnes âgées, évidemment la première fois qu'elles vont les voir, si dès le berceau, les grands-parents ne sont pas penchés vers l'enfant, brusquement l'enfant peut avoir évidemment un recul. Mais je vous assure, quand on a été grands-parents, je pense à Victor Hugo, l'art d'être grand-père, je vous assure d'ailleurs qu'on en tire une satisfaction extrême, mais eux aussi. Il est rare que les petits-enfants, c'est vraiment rare, vous voyez, repoussent les grands-parents. Ils les repoussent parce que maintenant, évidemment, ils ne les connaissent pas, ils ne les voient pas, ils n'ont pas vécu avec eux. Au contraire, cette faiblesse, vous voyez, qu'il y a d'un côté chez les enfants, de l'autre chez les grands-parents qui vieillissent, qui ont moins de force, il y a, si vous voulez, quelque chose de commun qui peut être utilisé, vous voyez, par les grands-parents et les enfants pour se trouver, vous voyez, une empathie commune. Mais, si vous voulez, je voudrais revenir au fond de la question. Donc, un droit, c'est une possibilité légitime. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? C'est un processus, disons, naturel, irréversible, nécessaire, jusqu'à, disons, quelques années. Hein. Tous les êtres vivants, d'ailleurs, y font face. Ce n'est pas propre à l'homme. Ce qui est propre à l'homme, c'est justement de lutter contre ce vieillissement, d'essayer de l'éliminer. Ça me fait bien rire quand j'entends quelquefois les partisans de l'antispécisme dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Vous avez vu des guenons se soucier d'esthétique ? Vous avez vu des mâles chimpanzés, même bonobos Peut-être se soucier d'esthétique, parce que là aussi, pas de confusion entre esthétique et vieillissement. Non. Peut-être que l'animal n'a pas la conscience et ne se soucie pas du processus de vieillissement, mais j'ai l'impression qu'il y a des animaux qui se soucient d'apparence, on va dire, c'est-à-dire d'esthétique. Nous, on lie les deux parce que, en vieillissant, on considère qu'on change, et on va utiliser un terme très fort, qu'on se dégrade sur le plan esthétique. Oui. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est l'entropie, si vous voulez. L'entropie, Rousseau l'a bien vu aussi. Le temps qui passe, il est décadence, il est décrépitude, et cela est vrai, semble-t-il, jusqu'à maintenant, évidemment, aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau, finalement, des individus. Alors c'est vrai que maintenant, la science, de même qu'elle nous soigne, qu'elle répare nos blessures, nos jambes cassées, la science médicale semble, ou esthétique si vous voulez, semble capable d'arrêter le processus, non plus seulement de le freiner, mais de l'arrêter. Alors là, ça va poser, me semble-t-il, d'autres valeurs. Est-ce que c'est vrai ? Par exemple, c'est vrai cette peau qu'on appliquerait sur nos visages et qui enlèverait toute trace de vieillissement. C'est-à-dire que oui, c'est un produit lissant qui a été étudié dans un premier temps pour toute la région périorbitaire sur des petites zones, puisque la quantité de produit, et effectivement, sur les photos de l'article publié, c'est assez bluffant parce qu'on a l'impression qu'on a mis une seconde peau qui a un effet tenseur. Alors l'avantage de ces nouvelles techniques, c'est finalement l'évolution. C'est qu'on a ce besoin d'avoir des techniques qui soient non agressives, alors que nous, on a tendance à plutôt concevoir des techniques un petit peu plus agressives, ce qui peut freiner un petit peu. Mais ce que je voulais simplement rajouter sur le plan technique, je pense qu'aussi, on peut prendre en charge le vieillissement des patients. Alors effectivement, est-ce que l'on apporte plus de beauté, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on doit quand même garder certainement une notion d'âge, ne serait-ce que, comme vous le disiez fort justement, par rapport aux générations, où nos enfants ont quand même besoin certainement de nous reconnaître en tant qu'adultes pour eux-mêmes pouvoir accéder peut-être à cet âge adulte, comme on respecte des codes vestimentaires, même si maintenant les choses sont beaucoup plus floues. Est-ce que ça vous semble un élément important ? Peut-être de gommer, comme ce que je disais tout à l'heure, de gommer les choses qui peuvent nous embêter. Nous, je parle là en tant que praticien et en tant aussi que patiente, gommer ces choses tout en gardant quand même une notion d'âge peut-être que l'on transmettrait en conservant certains signes.
La situation paradoxale, c'est la mère qui vient en consultation avec sa fille et qui paraît plus jeune que la fille, mais qui, à mon sens, parce qu'il y a des situations, il y a des photos de ce type-là, n'est pas forcément plus belle. Donc, on a 3 éléments qui sont distincts. Il y a vieillir, beauté, et puis le droit, justement, à se... Exactement. Et je voudrais quand même aussi poser une question à vous deux qui êtes médecins. Est-ce que si on arrive, parce qu'évidemment que vous êtes dermatologue, à empêcher le vieillissement de la peau, est-ce qu'on empêchera aussi de vieillir les organes internes, par exemple comme le cerveau ou le système lymphatique? Denis. Alors, je vous réponds par une périphrase. Oui. Si on avait ces moyens, est-ce que vous signeriez ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'on est prêt pour l'éternité ou, comme dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin? Oui, ça poserait énormément d'autres problèmes. L'ennui, Schopenhauer, qui est un philosophe du 19e siècle, matérialiste athée, disait que effectivement, une vie divine pour l'homme ne serait pas possible. Il serait accablé d'ennui. Il y aurait d'autres problèmes aussi. Moi, j'ai le sentiment que le fait... Vieillir implique qu'un jour ça va s'arrêter. Le fait que ça s'arrête est somme toute un des moteurs les plus puissants dont on dispose. Oui. Parce que sans ça, on a toujours le temps. Exactement, et on ne ferait rien. Tout à fait d'accord avec Donc, vous. déjà pour ça, ça pose une interrogation. Maintenant, dans la réalité des faits, non. On est à des années-lumière de contrecarrer le vieillissement des différents organes, malgré ce qui est écrit. Mais néanmoins, on est quand même très proche d'un prolongement de la vie conséquent. D'accord. Et il a déjà eu lieu. C'est-à-dire sur ces 30 dernières années, le prolongement est phénoménal. Exact. Et pour reprendre le thème et le travail d'Anne, je dirais ce qui est, à mon sens, le plus frappant, c'est le décalage des personnes, femmes et hommes, entre l'apparence physique et l'organe qui souffre le plus, c'est-à-dire la peau. Et le cerveau qui a toujours 20 ans. Donc c'est dans ce sens-là aussi, je pense qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte, parce que j'ai le sentiment que les gens sont de plus en plus en forme. Oui, et les gens ont surtout envie, effectivement, de maintenir une apparence qui soit agréable et, comme tu le dis fort justement, qui soit en rapport avec la poursuite d'une activité et qui est importante. Et je pense que l'évolution aussi est liée à la révolution féminine, entre guillemets, où maintenant on a des femmes qui sont dans la vie active, qui sont aussi, je le répète, dans un monde peut-être concurrentiel et qui sont obligées de se prendre en charge, alors qu'auparavant, je ne sais pas, est-ce qu'on parlait, j'ai lu qu'on parlait d'âge viril pour parler d'âge adulte, et on s'intéressait effectivement pas franchement à la femme qui avait un vieillissement beaucoup plus important. C'est vrai. Et regardez chez les hommes, au 19e siècle, en particulier en Allemagne, c'était un critère de virilité que d'avoir des cicatrices. Ils se battaient en duel, et celui qui plaisait le plus aux jeunes femmes de l'époque, c'est ceux qui étaient pratiquement quelquefois défigurés. Balafrés, vous avez raison. Oui. Alors, je voudrais quand même, pour approfondir un peu le problème, on pourrait nous objecter quand même, mais vous parlez d'entropie, que c'est un phénomène universel dans la nature, mais la vie semble au contraire, elle, être négantropie, c'est-à-dire nier l'entropie. Regardez, la vie fait des réserves. Le charbon, par exemple, et d'autres phénomènes naturels, c'est-à-dire que la vie semble ralentir le processus d'entropie. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est vrai aussi au niveau de, même si on n'aime pas actuellement ce terme, du progrès des espèces. Parce qu'on ne peut pas quand même nous mettre sur le même plan que les méduses. Quoi que disent les antispécismes, c'est du délire, on ne ressemble pas quand même aux méduses. Bon. Mais ce qui me semble déterminant, c'est que même si on admet que cette négantropie de la vie est exacte et véritable, elle ne vaut que pour les espèces, pas pour les individus. Donc la vie, même quand elle est négantropie, fait que les individus meurent. C'est donc, vous voyez, et vous avez eu raison de noter, parce que si on empêche les gens de vieillir, si on arrive même à améliorer leur cerveau, etc., qu'est-ce qu'ils vont demander? La vie éternelle sur Terre, effectivement. Et alors, ça va poser les problèmes. On peut peut-être terminer, non? On doit terminer, je pense. On doit terminer avec Le meilleur des mondes d'Huxley,
qui a bien montré là les difficultés à la fois psychologiques et, disons, du point de vue des valeurs. J'en nommerai qu'une. Psychologique. Mourir avec un visage de 20 ans. Il ne le dit pas comme ça, Huxley, mais on voit une jeune femme qui va mourir, qui donc va dans ce mouroir auquel assistent des enfants d'ailleurs. Elle a un visage de 20 ans. Elle pourrait à la limite séduire le taximan qui l'emmène. Eh bien non, malgré sa beauté physique extérieure, elle va mourir. Croyez-vous que ça soit facile de quitter la vie avec un visage de 20 ans, avec des muscles et des pectoraux d'un lutteur de foire, etc. Déjà la nature, vous voyez, était peut-être bienveillante, qu'on soit athée ou qu'on croit à une providence divine, en nous faisant vieillir lentement. C'est un peu ce que je vais dire tout à l'heure, puisque je vais faire l'éloge de la vieillesse, vous voyez. Très bien. Voilà. Donc, premier point, l'aspect psychologique, puis l'aspect des valeurs. Regardez, dans le meilleur des mondes, ces gens sont conditionnés. Depuis la plus tendre enfance, à l'école, on les conditionne, en particulier au sexe. Hein. Vous vous rappelez, il y a toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, quelle vie ont ces gens, oui, qui sont beaux jusqu'à leur mort, eh ben, ils ont une vie finalement de porcs. Ils vivent comme des porcs finalement. C'est ce que Michel Houellebecq, à mon avis, montre très bien dans ses ouvrages. Je conseille aux dames quand même de lire La carte et le territoire, où il a eu le prix Nobel. Non, pas le prix Nobel, le Goncourt. prix Goncourt, pardon. Et où, pour avoir ce prix Goncourt, il a mis un peu de l'eau dans son vin d'antiféminisme. Il a édulcoré un peu le texte, peut-être. Voilà. Et, comment dirais-je, quelquefois son écriture un peu pornographique. Donc, lisez La carte et le territoire. Il montre bien, mais c'est dans les particules élémentaires. On voit Bruno qui pense sans arrêt au sexe et qui a une vie, mais c'est un néant existentiel humain. Il ne s'intéresse ni vraiment à l'art, ni à la science, et encore moins à la philosophie. Je m'arrête. Alors, on va conclure peut-être avec Anne, dans le sens que aujourd'hui, les médecins qui font de l'esthétique ont des outils, à mon sens, qui permettent une meilleure estime de soi, sans même parler de la pression de la société, etc. Non, et ça, je trouve que c'est très frappant et ça aide à vivre. Est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout est dans la mesure et je crois qu'on est à un moment charnière de notre activité, en tout cas esthétique, où on a eu toute une période peut-être d'abus, d'absence de réflexion, et maintenant on est dans une vraie réflexion de savoir ce que l'on doit apporter. Et comme tu le disais à juste titre, on commence à voir arriver les filles des mères que l'on a injectées, et elles ont intégré un certain nombre de choses puisqu'elles ont eu le vécu de leur maman, et maintenant elles sont dans une demande certainement beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus préventive, et on est dans cette évolution qui me semble tout à fait satisfaisante pour se sentir bien tout en restant dans la mesure et dans la modération. Oui, peut-être un petit mot pour terminer. Vous concluez. De penser finalement aux choses qui poussent. Quand on a un jardin, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser faire totalement la nature, sinon nos fleurs seraient finalement étouffées par les mauvaises herbes. Mais il ne faut pas non plus, comment dirais-je, vouloir dominer absolument la nature. Il faut collaborer, je crois, avec la nature. Harmonie. Merci.